Années 20, États-Unis, on est en pleine prohibition. L'alcool est strictement interdit à la consommation, mais une ville du nom de Lawless fait exception, contrôlée par la mafia Vanetti. Sans morale ni pitié, cette dernière n'hésite pas à régler ses comptes. La famille d'Angelo, un petit garçon, en fait les frais. Il est le seul à survivre à la fusillade. Plusieurs années passent quand il reçoit une lettre contenant les noms des responsables du meurtre de sa famille. Il se met alors en tête de les chercher, de les retrouver et de les tuer, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est le synopsis de 91 Days, dont la trame principale tourne autour d'une seule idée. La vengeance. C'est un schéma récurrent dans les animés. Un personnage subit une humiliation ou un traumatisme, souvent la perte de ses proches, et cherche à tout prix à infliger la même douleur à l'auteur de la sienne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des meilleures vengeances dans les animés. Je vous préviens d'avance, ça va spoiler. Hunter x Hunter. Contrairement à 91 Days, ici la vengeance n'est pas l'objet principal de l'animé, mais elle n'est pas pour autant moins intéressante. Dans Hunter x Hunter, la quête principale de Gon, c'est de retrouver son père, Jin, un hunter de renom. Il devient donc lui aussi hunter, et après plusieurs aventures, lui et Killua rencontrent Kaito, un ancien élève de Jin. Kaito et son équipe, accompagnés des enfants, se rendent alors à NJL, un pays qui voit naître sans le savoir une colonie de fourmis chimères mangeuses d'humains. Kaito, Gon et Killua tentent donc de stopper cette colonie, dont l'objectif est la naissance de leur roi, Meruem. Avant celle-ci, la pondeuse de la colonie donne vie à 3 gardes royaux extrêmement puissants, Yuppie, Pufu et Pito. En approchant du nid de fourmis, Kaito se fait repérer par Pito, qui coupe alors le bras du Hunter. Gon et Killua s'enfuient, Kaito tentant de retenir leur ennemi, mais cette dernière est trop puissante et finit par le tuer. Elle s'en sert néanmoins de pantin de combat, et la marionnette finit par être retrouvée par d'autres Hunters qui l'amènent à Gon. Ce dernier, fou de rage, se jure alors de ramener Kaito à son état d'origine. Lors de l'attaque finale du roi par la société des Hunters, Gon se retrouve devant Pito et ne contrôle plus sa colère. La fourmi, quant à elle, cherche à sauver une humaine pour laquelle le roi exprime un certain intérêt. Elle promet donc à Gon que s'il la laisse soigner l'humaine, elle rendra à Kaito son apparence d'origine. L'enfant parvient à contenir sa rage et accepte le marché. Une fois l'humaine soignée, c'est à Pito de remplir sa part du marché. Gon l'emmène voir Kaito, mais la garde royale ne peut rien faire pour amener un mort à la vie. Elle ne peut que manipuler son cadavre. Gon tombe alors rempli de remords et pleurant de toutes les larmes de son corps la mort de Kaito. Pito s'apprête alors à tuer l'enfant qui soudain se transforme. Son aura devient noire. Une version adulte, noire et blanche de l'enfant se matérialise alors. Il tue en un seul coup Nefelu Pito, s'acharnant sur son cadavre. Gon se retourne alors vers Killua, en pleurs. Quand j'ai vu cette scène pour la première fois, ça a vraiment été un choc. Dans tout l'animé, on voit Gon plutôt gentil, sérieux lors des combats, mais jamais vraiment haineux, qui ne tue que quand il n'avait pas le choix. Alors que là, c'est tout le contraire, il assassine sans sourciller, avec une violence inouïe. Et même après la mort de son adversaire, il continue d'écrabouiller sa dépouille. Kaito, c'était ce qui se rapprochait le plus d'une figure paternelle pour Gon. Il était la personne la plus proche de son père et s'est sacrifié pour que les deux enfants puissent s'enfuir. Ça montre aussi le parallèle entre Meruem et Gon. Le premier est un monstre de plus en plus humain et le second est un humain de plus en plus monstrueux. D'ailleurs, quand Killua le voit, lui demande « Gon, est-ce que c'est toi ?» Il est plus en train de questionner l'acte que l'apparence de Gon. Sa vengeance, elle ne rend pas justice, elle ne guérit pas, elle ne soulage pas, et surtout elle ne rend pas Kaito. Berserk. Dans Berserk, le désir de vengeance de Guts naît lors de l'éclipse et structure toute son existence pendant une grande partie de l'histoire. Après le sacrifice de la bande du faucon et la transformation de Griffith en Femto, Guts survit avec la marque du sacrifice et ne conserve plus qu'un seul objectif, retrouver Griffith et le tuer. À partir de ce moment-là, sa vie devient une traque permanente. Il abandonne Casca, sa copine, erre seul, massacre les alliés de Griffith un par un, non pas pour protéger qui que ce soit, mais uniquement pour nourrir sa haine. Il accepte d'être poursuivi par les démons chaque nuit, utilise sa propre souffrance comme appât et s'enfonce volontairement dans une existence où la violence est le maître mot. La vengeance devient alors sa seule raison de rester en vie, cependant cette quête se heurte rapidement à une limite. Malgré tous les ennemis qu'il élimine, Griffith reste inaccessible. Lors de leur rencontre à la colline des épées, Guts se retrouve enfin face à celui qu'il est, mais il est incapable de lui faire du mal. Toute la rage accumulée depuis l'éclipse ne suffit pas à combler l'écart entre un homme brisé et une entité presque divine. À partir de là, Guts comprend que sa vengeance est peut-être impossible à accomplir. L'obtention de l'armure du Berserker, c'est vraiment la tentative ultime de forcer cette impossibilité. Grâce à elle, Guts peut affronter des ennemis d'un niveau quasi surnaturel, mais au prix de son corps et de son esprit. Chaque combat l'approche un peu plus de la mort ou de la folie. Progressivement, Guts recommence alors à voyager avec les autres, accepte leur aide et recentre ses combats autour de la protection de Casca sans renoncer explicitement à tuer Griffith. Il cesse de vivre uniquement pour cette idée. La vengeance n'est plus ce qui définit chacun de ses choix. À ce stade, elle est en quelque sorte accomplie, non pas parce que l'ennemi est vaincu, mais parce qu'elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait produire. Berserk ne raconte pas l'histoire d'une vengeance réussie, mais celle d'une vengeance impossible.
Griffith n'est jamais puni de façon proportionnelle à ses crimes et le monde ne rétablit aucune justice. L'aboutissement réel de la vengeance de Guts n'est pas la mort de son ennemi, mais le moment où il cesse de se laisser consumer par la haine et choisit de continuer à vivre malgré l'injustice. Certaines blessures ne peuvent pas être réparées et survivre sans se perdre est parfois la seule forme de victoire. L'attaque des titans. Dans SNK, la vengeance structure le parcours d'Eren, mais aussi celui du monde entier, et finit par perdre toute frontière claire entre qui est le gentil et qui est le méchant. Au début, son désir de vengeance naît de la mort de sa mère, dévorée sous ses yeux par un titan. À ce stade, c'est simple, il veut exterminer tous les titans. Ça devient juste un but et nécessaire parce que l'ennemi est considéré inhumain et sans conscience. Eren, c'est la vengeance naïve, enfantine, tournée vers un mal absolu, c'est le gentil contre les méchants. Mais plus on progresse, plus cette vision s'effondre, la découverte de l'origine des titans, de l'existence de Mar et du monde extérieur transforme radicalement le sens de la vengeance. Les titans ne sont plus de simples monstres, mais des humains transformés toujours malgré eux. L'ennemi devient identifiable et surtout porteur de sa propre histoire de souffrance. Si les Mar détestent autant les Eldiens, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils représentent le mal absolu. Et comment leur en vouloir, c'est ce qu'on leur a enseigné toute leur vie. C'est aussi normal que de dire que le ciel est bleu pour eux. La ressemblance entre Mar et l'Allemagne nazie et l'oppression des Eldiens et celle des Juifs est évidente. Elle sort dans les deux cas d'une propagande de masse. Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre toute la faute sur un groupe de personnes plutôt que de remettre en question les mécanismes fondamentaux de la société dans laquelle on vit. La vengeance d'Eren ne disparaît alors pas, mais elle change de cible et d'échelle. Elle ne vise plus seulement ceux qui ont détruit sa vie, mais un monde entier qu'il perçoit comme une menace inévitable pour son peuple. À partir de là, Eren s'enferme dans une logique déterministe, l'avenir est déjà tracé, la destruction de Paradis est inéluctable. Il choisit donc de prendre les devants, le grand terrassement n'est pas motivé par la colère, mais par la volonté d'anéantir toute possibilité de revanche contre les siens. Eren n'agit plus seulement pour se venger, mais pour imposer une fin définitive au cycle de la haine, quitte à devenir lui-même le plus grand bourreau de l'histoire. Sauf que cette vengeance n'apporte aucune libération. Enfin si, mais temporaire. Et comparé à l'infinité du temps, cette paix ne représente rien. Eren est pleinement conscient de l'horreur de ses actes et de l'image monstrueuse qu'il incarne. Il accepte d'être haï, non pas parce qu'il y trouve une satisfaction, mais parce qu'il se voit comme un simple instrument visant à accomplir un futur radieux pour ceux qu'il aime. La vengeance atteint ici un accomplissement factuel, le monde est ravagé, les ennemis sont écrasés, mais elle révèle en même temps son absurdité morale. Rien n'est réparé, les morts ne reviennent pas, la peur et la haine survivent et survivront toujours. La fin du récit montre que la vengeance d'Eren échoue à produire une paix ou une justice durable. Elle laisse derrière elle un monde mutilé, traumatisé, mais condamné à toujours replonger dans la violence. La vengeance même, lorsqu'elle se prétend rationnelle ou nécessaire, ne fait que perpétuer le cycle qu'elle prétend briser. L'aboutissement de la vengeance dans SNK n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, mais la démonstration que poussée jusqu'au bout, elle conduit inévitablement à la destruction mutuelle. Jujutsu Kaisen. Dans Jujutsu Kaisen, la vengeance n'est jamais héroïque, et pourtant, elle structure en profondeur les trajectoires de Yuji, de Megumi, de Gojo, mais surtout du monde des exorcistes lui-même. L'entrée de Yuji dans le monde de l'exorcisme est motivée par une idée simple, permettre aux gens de mourir correctement. Pourtant, dès la mort de Junpei, manipulé et tué par Mahito sous ses yeux, Yuji fait la première fois preuve d'une rage vengeresse. Il ne cherche ni la justice, ni la compréhension, mais la destruction pure et simple de Mahito. Mahito n'est pas seulement un ennemi, il est le miroir de Yuji. Là où ce dernier cherche à préserver la valeur de la vie, le fléau s'amuse à la nier. À chaque confrontation, Yuji est poussé à accepter une vérité insupportable. Pour tuer Mahito, il doit renoncer à une part de son humanité. La vengeance ne le renforce pas moralement, elle l'endurcit, le vide et l'oblige à reconnaître qu'il est devenu un rouage du massacre qu'il déteste. L'arc de Shibuya marque l'accomplissement brutal de cette vengeance après une succession de morts traumatisantes et l'écrasement psychologique de Yuji. Mahito est enfin vaincu. Mais cette victoire n'apporte aucun soulagement, le fléau n'est même pas tué par Yuji. Il est absorbé par Kenjaku. Yuji ne ressent ni triomphe ni apaisement, seulement la certitude qu'il continuera à tuer parce que ce monde l'exige. À une échelle plus large, Jujutsu Kaisen montre un monde bâti sur la haine de l'autre. Les clans se détestent, les traditions écrasent les individus et les fléaux naissent de la rancœur humaine accumulée. La vengeance n'est plus un acte personnel mais un système. Les exorcistes éliminent sans cesse les conséquences de la haine humaine tout en la reproduisant paradoxalement par leur violence. Même Gojo, figure de puissance et de protection, est animé par une vengeance plus diffuse, détruire un système qu'il juge pourri, quitte à provoquer un chaos qu'il ne contrôle pas. L'aboutissement de la vengeance n'est jamais une victoire nette. Chaque ennemi abattu laisse place à un mal plus vaste, plus ancien, plus abstrait. Yuji en particulier finit par accepter que son rôle n'est pas de se venger, mais de porter le poids des morts, même lorsque cette charge le détruit de l'intérieur. Ridu of Healer. Ouais, désolé, mais on va en parler. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je m'excuse, vous allez très vite comprendre. Trigger warning, agression sexuelle.
sexuelle. Dans Rideau of Healer, on suit l'aventure de Keiharu, un villageois tout ce qu'il y a de plus normal dans le royaume de Gioral, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il a des puissants pouvoirs de guérison. Il se fait alors réquisitionner par la princesse du royaume, Flair, pour faire face au roi démon. Il se fait acclamer par son village et s'en va en héros, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va se faire abuser physiquement, mentalement et sexuellement pendant 4 longues années. En effet, pendant tout ce temps, ses pouvoirs de guérison sont exploités, sauf que ces pouvoirs, ils lui infligent toute la douleur et les traumatismes des gens qu'il soigne. Lassé par ses plaintes, Flair finit par le droguer pour le rendre docile, et s'en sert comme d'un outil. Il est battu, humilié, et forcé à soigner d'autres héros alors que ça lui inflige une souffrance infinie. Lors de la bataille finale face au roi démon qui se déroule 4 ans après la découverte de ses pouvoirs, il se révèle alors. 1 an auparavant, il a développé un pouvoir de soin rendant la drogue inefficace. Il bat seul le roi démon, récupère une pierre qui lui permet de revenir dans le passé avec tous ses souvenirs et ses pouvoirs et prépare sa vengeance. Il se refait réquisitionner, souffre à nouveau, mais cette fois-ci, il sait exactement comment agir. Le moment venu, il prend les traits d'un chevalier grâce à ses pouvoirs, ce qui lui permet de s'introduire dans les appartements de Flair, instigatrice principale de sa souffrance. Tue les gardes, neutralise les pouvoirs de la princesse, le moment est enfin venu pour lui de libérer 4 longues années de souffrance qu'il compte bien rendre à Flair. Il lui casse les doigts un par un, l'obligeant à ne faire aucun bruit lors du processus, puis la soigne et recommence en boucle. Ensuite il et l'humilie sans considération pour ses cris de détresse. Il fait alors croire à sa mort et lui fait perdre la mémoire afin de l'utiliser comme jouet pour le restant de ses jours. Ça, c'était les 2 premiers épisodes, le reste de l'animé étant dédié à la constitution d'un harem. Mais du coup, pourquoi je vous parle de cet animé? En dehors du fait qu'il soit un peu devenu un mème, il aborde la vengeance d'un point de vue bien différent des autres. Là où on arrive à comprendre les actes d'un Eren, et où il y a même des pro-Jäger dans la vraie vie, bah ici c'est beaucoup plus difficile de s'identifier au héros. On n'a pas l'impression que c'est son seul choix, lui-même ne parle pas de justice, mais de rééquilibrage. Il utilise exactement les mêmes mécanismes que ceux qui l'ont détruit, manipulation, et physique, humiliation. Contrairement à la plupart des animés, Keiharu ne doute jamais. Il ne se remet jamais en question, il ne s'effondre pas après avoir accompli sa vengeance en se demandant s'il est allé trop loin. Là où Gon est détruit par sa rage, Guts vidé par une haine impossible à assouvir et Eren sacrifie son humanité pour une paix illusoire, Keiharu obtient juste ce qu'il veut. La vengeance fonctionne, mais ne guérit pas, elle ne transforme pas le monde. Elle se contente de perpétuer le cycle sous une autre forme. L'aboutissement de cette vengeance, c'est ni la paix, ni la justice. C'est pas l'histoire de la chute d'un homme, mais du choix de devenir ce qu'il a haï. Et oui, en vrai, s'il n'y a pas de morale ou de vraie justice, je sais que c'est parce que c'est un hentai dont la qualité du scénario reste discutable. Mais je trouve que ça reste intéressant à analyser. Il y a encore plein d'autres animés dont j'aurais pu parler comme Vinland Saga, Black Butler ou même Cross of the Cross, dont le manga vient de se finir, mais je voulais pas que la vidéo fasse une demi-heure. Alors dites-moi si vous voulez un épisode 2 en commentaire, likez, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo.